Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Cercle du Livre. Bonsoir Samy. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Cercle du Livre. Bonsoir. Mémoire d'encrier de Rodney Saint-Éloi vient de rééditer au Canada le célèbre ouvrage du docteur Jean Price-Mars, Ainsi parla l'oncle, présenté comme le meilleur essai de la pensée haïtienne, salué par les critiques les plus exigeants. Ce livre capital de Price-Mars est aujourd'hui suivi du collectif Revisiter l'oncle. Revisiter l'oncle comme pour demeurer fidèle à nos vieilles traditions d'aller voir cet oncle qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qui est encore là avec toute sa lucidité, toute sa sagesse. Revisiter l'oncle pour se ressourcer, méditer et repenser l'espoir. Un pèlerinage dans la pensée de l'oncle, en quête sinon d'absolution, du moins d'une nouvelle motivation. Ainsi parla l'oncle, suivi de Revisiter l'oncle, est une relecture savante de Price-Mars par rapport à notre réalité qui n'a pourtant pas changé. L'écho sans cesse renouvelé de la voix de l'oncle qui nous convie une fois de plus à nous assumer en tant que nègres, en tant que peuple. Plusieurs auteurs ont contribué à cette nouvelle édition. Citons entre autres Raphaël Confiant, Daniela Ferrière, Joël Desrosiers, Maryse Condé, Christiane Ndiaye, Lanec Urbon, Maximilien Laroche, Léon François Hoffman et Hérold Toussaint, à qui nous disons bonsoir et bienvenue dans le Cercle du Livre. Bonsoir. Alors, professeur Hérold Toussaint, nous autres animateurs de cette émission, nous nous félicitons d'avoir déjà réalisé une émission autour de Ainsi parla l'oncle avec les professeurs Alix Semra et Jean-Yves Blot. Voilà pourquoi nous n'allons pas mettre l'accent aujourd'hui sur le livre en tant que tel, mais plutôt sur le collectif Revisiter l'oncle et précisément sur votre texte autour de la polémique de Jean Price-Mars et le père Froisset. On dirait que Price-Mars n'a pas fait l'unanimité, professeur Hérold Toussaint. En fait, c'est normal. Quand on écrit un texte scientifique, donc la communauté des lecteurs, des scientifiques, doit donner son appréciation. Tout à fait. Alors, professeur Toussaint, vous titrez votre texte Signification d'une polémique entre le père Joseph Froisset et le docteur Jean Price-Mars. Pourquoi un tel titre? Bon, en fait, je lis le titre complet. Allez-y. Le titre de ma participation dans ce livre, c'est Ethnologie et théologie en Haïti, : signification d'une polémique entre le père Joseph Froisset et le docteur Jean Price-Mars. Bon. Très bien. J'ai choisi ce titre et parce que pour moi, le texte de Price-Mars est un texte scientifique, c'est un texte très important et en Haïti, on n'a pas eu suffisamment de débats et l'année dernière sur la signification, sur la portée de ce texte fondateur. Donc, ainsi parla l'oncle. Et ensuite, je m'intéresse à la sociologie des religions. Je crois qu'on peut faire une lecture de ce texte de Jean Price-Mars à partir de la sociologie des religions et à partir également de l'anthropologie des religions, si vous voulez. Mais je crois que sociologues, ethnologues, et voire communicateurs, communicologues, et ceux qui s'intéressent également à la science politique et à la littérature. Spécialistes de sciences sociales en général. Oui, spécialistes de sciences sociales. Et ils doivent relire ce texte de Price-Mars et ils peuvent le relire à partir de la sociologie des religions, je dis bien des religions. Mais avant, c'est vrai, vous avez eu d'autres visiteurs avant moi, mais je tiens quand même à faire cette précision. Jean Price-Mars aborde cette étude. Quelle étude? L'étude sur
le folklore haïtien, sur la culture haïtienne comme homme de science. Ça, c'est très important. Bon, ce ne sont pas des redites, mais c'est extrêmement important et dans le cadre de cette émission. Et quelles ont été les questions formulées par Jean Praismas sur la culture haïtienne. En fait, sur la culture haïtienne, si vous voulez, sur son objet, la problématique de sur son objet d'étude. Jean Praismas formulait les questions suivantes. La société haïtienne a-t-elle un fond de tradition orale, de légendes, de contes, de chansons, de devinettes, de coutumes, d'observances, de cérémonies et de croyances qui lui sont propres ou qu'elle sait assimiler de façon à leur donner son empreinte personnelle? Et si tant est que ce folklore existe, quelle en est la valeur au double point de vue littéraire et scientifique? Vous allez m'excuser, je vais immédiatement définir le concept de folklore pour Jean Praismas. Parce que c'est important pour comprendre, la portée de ce texte fondateur de Jean Praismas. Allez-y. Pour Praismas, le folklore englobe toute la culture du peuple qui n'a pas été employée dans la religion officielle ou dans l'histoire de la civilisation par d'étranges et grossières coutumes, de superstitieuses associations avec les animaux, les fleurs, les oiseaux, les arbres, les objets locaux et avec les événements de la vie humaine. Il comprend donc le folklore, la croyance à la sorcellerie, aux fées et aux esprits, les ballades et les dires proverbiaux qui s'attachent à des localités particulières, les noms populaires des collines, des ruisseaux, des cavernes, des champs, des arbres et de tous les incidents analogues. Donc, vous êtes là, professeur Toussaint, en train de restituer le contenu, résumer la pensée de l'oncle. Bon, donc, ça c'est important. Donc, il y a un élément qui est important. Jean Praismas n'a pas voulu, je dirais, absolutiser, diviniser les résultats de son enquête, de son étude. Et pour moi, c'est important l'attitude scientifique de Jean Praismas. Et dans ce texte, ainsi par là l'oncle, suivi de revisiter l'oncle, nous lisons à la page 9, c'est important. Allez-y. Jean Praismas formule la question suivante. Les solutions auxquelles nous avons souscrit sont-elles définitives? Et il répond, nous n'avons garde de le prétendre. C'est l'éternel souci de l'esprit scientifique de ne jamais considérer que comme provisoire les conclusions auxquelles aboutit l'étude des phénomènes d'ordre biologique selon les méthodes et les acquisitions les plus récentes de la science. Donc, Jean Praismas n'a pas voulu diviniser, absolutiser les résultats de son enquête. Donc, nous ne sommes pas dans le domaine de la vérité absolue. Ouais. Nous sommes dans le domaine du provisoire. De la vérité relative. La vérité relative. Et je crois que c'est une attitude correcte en tant que scientifique de la part de... C'est une attitude de l'homme de science. Ouais. Et ce que je trouve aujourd'hui peut être questionné dans 2 ans, dans 3 ans. Je peux aussi vous poser la question. Il est vrai que Jean Praismas, à travers cet essai, a adopté un comportement scientifique. Mais ce qui est intéressant et aussi questionnable dans sa démarche, c'est quelqu'un qui, on le dit d'ailleurs dans le collectif Revisiter l'oncle, qui passe des informations scientifiques
à la polémique ou encore à l'idéologie avec une extrême facilité. C'est une œuvre scientifique, là on est d'accord, mais aussi c'est une œuvre à la fois idéologique et politique. Et Pricemas mène un combat à travers ce livre. Nous ne disons pas le contraire. Et par exemple, moi j'aime parler de la passion pour la science et pour la vie. C'est-à-dire comment mettre la science au service de la vie. Et je dois ajouter, on ne le dit pas suffisamment quand on étudie Jean Pricemas. Jean Pricemas est un lecteur du grand sociologue français Émile Durkheim. Et je crois que c'est extrêmement important de partir de la sociologie des religions d'Émile Durkheim pour mieux comprendre la démarche de Jean Pricemas. D'abord, le concept même de religion. Jean Pricemas va s'appuyer sur le concept de religion défini par Émile Durkheim. Et je crois que la polémique qu'il va engager avec le père Joseph Froisset émane d'une certaine confusion au niveau de la définition même du concept religion. Et c'est ce qui va constituer la toile de fond de notre débat aujourd'hui. Voilà. Et par exemple, nous savons que la religion, le terme religion comme tel vient du latin religio, religare, c'est-à-dire relier afin de tirer de cette, de cette étymologie la simple conclusion que la religion est le lien essentiel qui rattache la divinité à l'homme. Or, Jean Pricemas, Émile Durkheim et Jean Pricemas ne partent pas de cette définition de la religion. Et pour Émile Durkheim, une religion, et ça c'est très important, est un système solidaire de croyances. Une religion, c'est un système solidaire des croyances relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. Donc, en fait, selon Durkheim, c'est la distinction entre le sacré et le profane qui est au cœur de toute religion. Et ça, c'est extrêmement important quand Pricemas aura à considérer le vaudou comme religion, c'est à partir, bien sûr, de cette définition. Et Pricemas dira, le vaudou est une religion parce que les adeptes croient à l'existence d'êtres spirituels. C'est une religion parce qu'il comporte un corps sacerdotal hiérarchisé. Le statut de religion accordé au vaudou lui vient du fait qu'on peut tirer une théologie et un système de représentation à travers ce qu'on appelle le fatras des légendes et la corruption des fables. Donc, Jean Pricemas ne part pas d'une définition théologique. Originelle aussi. Originelle de la religion. Donc ça, c'est extrêmement important pour aller au-delà et pour rompre avec tout préjugé. Bon, c'est éminemment nécessaire dans la mesure où la première démarche du sociologue doit être de définir les choses dont il traite. Voilà. Et là encore, nous sommes... Du moins, le sociologue du Caïmien. Voilà, de Caïmien. Donc, vous voyez l'importance. Et attention, et le père Froisset, le père Joseph Froisset, prêtre spiritain, c'est-à-dire de la congrégation des pères du Saint-Esprit, qui sont toujours les pères du Saint-Esprit
ont toujours leur maison ou bien leur communauté au petit séminaire Collège Sainte-Martiale. Justement, le père Joseph Froissart faisait partie des pères spiritains de la communauté des pères du Saint-Esprit, et le père Froissart enseignait au petit séminaire Collège Saint-Martial, et le père Froissart exerçait une grande influence dans ce journal catholique très influent de l'époque, et La Phalange. Et ça, c'est très très important. Chaque semaine, on lira, les catholiques liront un texte ou bien un éditorial du père Froissart, qui avait quand même, c'est un type en fait, qui avait un doctorat en théologie et en philosophie, et qui s'imposait. Ce prêtre français s'imposait dans la communauté, c'est-à-dire à Port-au-Prince, dans l'église d'Haïti. Disons, ce fut une grande figure de l'église catholique en Haïti. J'aime la façon dont vous procédez, professeur Toussaint, dans la mesure où j'allais justement vous demander de nous présenter ce qui est la personnalité de Jean Froissart. Parce qu'on va parler de Joseph Froissart, pardon. On va parler de cette polémique qui a été engagée entre le père Froissart et Jean Price-Mas. D'abord, fallait-il savoir qui est celui. Mais il faut le dire aussi, attendez, professeur Toussaint, et le père Froissart est surtout connu pour sa polémique avec Roumain. Pourtant, et le père Froissart, c'est quelqu'un qui a beaucoup polémiqué avec les intellectuels haïtiens. Même François Duvalier. Justement, c'est-à-dire il a eu des problèmes avec Lorimer Denis et François Duvalier, avec Jacques Roumain. Et d'autres intellectuels. Alors oui, pour revenir à père Froissart. Donc, le père Froissart n'acceptait pas l'autorité du sociologue français Émile Durkheim. Or, Jean Price-Mas est un lecteur de Durkheim. Donc, dans cette polémique, le père Froissart cherchait à déstabiliser, à discréditer cette source, ce penseur, ce sociologue. Parce que, d'ailleurs, le père Froissart a eu à dire, Durkheim, à l'époque, bien entendu, nous sommes dans les années 46, n'est pas connu en Europe, Durkheim n'est pas connu aux États-Unis, en Russie. Bon, en un mot, Durkheim, pour le père Froissart, en 1946, c'était un petit sociologue, c'est-à-dire de rien. On va y arriver. Le père Froissart, on voit qu'il allait un petit peu trop fort quand même, parce que tenir ça mis comme argument que Durkheim n'était pas connu aux États-Unis, en Russie, et présenter ça comme argument pour déstabiliser Durkheim, je pense que c'est très peu comme argument. Bon, il faut dire aussi, et là nous sommes au niveau de la science, c'est-à-dire nous avons essayé de lire les différents articles du père Froissart publiés dans le journal catholique de l'époque, La Phalange, c'est-à-dire donc nous avons été dans les archives, nous avons lu les différents textes de Froissart, mais nous devons dire que également c'est vrai que le père Froissart n'a pas toujours été loyal, mais les critiques, il y a des textes que normalement, Price-Mas ne devait pas tout lire, ne pouvait pas tout lire sur l'histoire des religions, sur la Bible, sur l'exégèse, etc., etc. On a l'impression que le père Froissart tentait de minimiser le travail, les efforts déployés par Price-Mas. Donc, il voulait que Price-Mas, il voulait que tous les textes sur
la sociologie des religions ou encore sur l'histoire des religions, que ce texte-là soit lu par Price-Mars, ce qui est impossible. Le Price-Mars ne pouvait pas tout lire. Essayons de gérer le débat et professeur Toussaint, essayons aussi de commencer par le commencement, à savoir d'expliquer aux auditeurs l'origine de l'hostilité du père Froissart vis-à-vis du livre Ainsi par la langue de Jean Price-Mars. Bon, en fait, il faut situer le débat également, le contextualiser. Bon, et ce qui paraît d'abord étrange, le texte de Price-Mars a été publié en 1928. Donc, 12 ans après, c'est-à-dire 12 ans après, donc en 1940, 12 ans après, en 1940, oui, 12 ans après, en 1940, et avant la campagne anti-superstitieuse, bien sûr, déclenchée par l'Église catholique, donc, il y a eu les critiques du père Froissart. Donc, 12 ans après la publication du livre. Et ça paraissait un peu étrange pour Price-Mars. C'est-à-dire, pourquoi attendre 12 ans pour attaquer le texte? Et pour Price-Mars, le texte avait déjà fait son chemin. Le texte avait déjà eu une influence considérable sur les jeunes générations. Et pourquoi attaquer le livre? Mais, comme je le disais tantôt, il faut voir le contexte. Nous sommes dans les années 40. Nous ne sommes pas en 1965. Nous ne sommes pas en 1962. Nous ne sommes pas en 1963. En 1960, dans les années 60, l'Église catholique va avoir une nouvelle attitude vis-à-vis des autres religions. On parlerait des religions, on parlerait de l'écuménisme, etc., etc. Mais à l'époque, en dehors de l'Église, il n'y avait pas de salut. C'était, si vous voulez, dans un langage sociologique, l'idéologie de l'époque. Donc, en dehors de l'Église, il n'y avait pas de salut. Donc, un texte, un livre qui n'allait pas dans la ligne de l'Église, du christianisme et du catholicisme en particulier, ce livre-là, et en fait, était banni et ne devait pas circuler, ne devait pas être connu, ne devait pas être lu par les chrétiens, par les catholiques. Donc, c'est-à-dire, Ainsi par la langue, pour le père Froissart, c'est un livre dangereux. Et c'est un livre qui doit être mis à l'index. Et parce que c'est un livre pour lui qui peut détruire, qui peut anéantir et la foi chrétienne, la foi catholique. Donc c'est dans cette logique-là. Et on voit ce désir, cette volonté tenace qui est père Froissart pour justement discréditer l'étude de Price-Mars, parce que pour lui, c'est une étude pseudo-scientifique. C'est-à-dire c'est un livre qui n'a aucune valeur scientifique. Et pourtant, Price-Mars affirme qu'il a mené des travaux, qu'il a réalisé des travaux de terrain. Et pour le père Froissart, il n'y a pas eu de travaux de terrain. Et puis, cependant, Price-Mars, à maintes reprises, répétait, affirmait avec force que son travail est le fruit de longues années et de travaux de terrain à travers le pays. Le livre lui-même est sous-titré Essai d'ethnographie. Voilà, Essai d'ethnographie. Et l'occasion pour nous de nous questionner sur le comportement de père Froissart. Est-ce que son comportement ne s'inscrit pas dans la continuité, ou du moins dans la logique de la campagne anti-superstitieuse? Bon, là encore, vous avez raison. Mais comme je me répète un peu, c'est
le contexte de l'époque. Mais il y a un autre élément que je dois souligner. Mais on n'en parle pas dans le milieu, puisqu'on n'a pas à mener des recherches. Et quand on consulte la bibliographie du texte, du livre, de l'étude de Jean Price-Mars, la bibliographie, et quand on consulte la bibliographie, il y a un nom. Il y a un grand savant, et c'est un chercheur français, Alfred de Loisy, considère comme le père du modernisme et en exégèse. Donc, Jean Price-Mars fut un lecteur de Alfred de Loisy, exégète catholique et professeur de l'histoire générale des religions au Collège de France. Oui. Donc, et Jean Price-Mars a lu, si vous me permettez, de grands auteurs, des auteurs qui ont fait autorité dans le champ de la Bible, dans le champ de l'exégèse. Mais cependant, ce père et là, les textes clés du père Alfred de Loisy, par exemple, la religion d'Israël, publiée en 1908, les livres du Nouveau Testament en 1922, essai historique sur le sacrifice. Donc, Jean Price-Mars a lu les textes majeurs de ce grand bibliste, de ce grand exégète de l'Église catholique. Ah, quoiqu'il fût lui-même radié de... Oui, justement. Mais attention, et le père Loisy, c'est un initiateur, si vous voulez, de l'exégèse moderne. On le considère comme le père du modernisme. Voilà, donc ça c'est très très important. Mais à l'époque, moi je trouve ça très très intéressant chez Price-Mars, et je le loue, c'est-à-dire un intellectuel haïtien qui s'intéresse aux questions bibliques débattues en Europe. Mais il faut rappeler que et ça c'est très très important, et peut-être au niveau de la recherche scientifique, ça c'est peut-être un message que je peux quand même adresser aux jeunes chercheurs ou bien aux vieux également. Et quand on être intellectuel, être sociologue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'intéresser aux autres sciences. Et surtout à un pays, je donne un exemple, un pays comme Haïti, un intellectuel doit pouvoir s'intéresser à l'histoire des religions, voire à la théologie. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un univers religieux. C'est-à-dire, et je crois que Jean Price-Mars et Jacques Roumain nous donnent des exemples assez éloquents pour pouvoir dialoguer, pouvoir polémiquer avec le père Joseph Froisset. Ces deux penseurs haïtiens, Jean Price-Mars et Jacques Roumain, ont dû lire des textes sérieux de l'histoire des religions, de la sociologie des religions, de la philosophie des religions, de la sociologie des religions. Là encore, il ne faut pas oublier même un certain Karl Marx, un certain Hegel. Ce sont des hommes qui ont étudié, qui ont lu les textes bibliques, qui ont étudié, et ça c'est très très important. Surtout pour Engels, qui lui-même a souligné à plusieurs reprises le potentiel révolutionnaire de l'Église à l'époque. Mais revenons donc un peu sur Alfred de Loisy, et je voudrais souligner pour nos auditeurs, avant que l'on passe à autre chose, que c'est quand même un auteur qui a voulu associer le christianisme au modernisme, c'est-à-dire adapter le christianisme à la modernité. Et c'est peut-être pour ça aussi que le père Froisset l'a attaqué. Justement, par exemple, il y a le travail sur le travail que Alfred de Loisy a réalisé sur le sacrifice. C'est-à-dire parce que Jean Price-Mars aura, et le père Froisset n'était pas content quand
le père, quand Jean Price-Mars s'appuie sur Loisy pour expliquer la notion du sacrifice dans le vaudou. En un mot, il s'agissait d'étudier en général la notion du sacrifice dans les religions en général, que ce soit les grandes religions ou bien les religions qui ne sont pas des religions du livre. Par exemple, il y a les grandes religions du livre, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam qu'on appelle les religions du livre. Et par exemple, le vaudou n'est pas une religion du livre. Tout à fait intéressant, on va y revenir. Madame, monsieur, nous allons marquer la pause de la demi. Ewald Toussaint est notre invité cette semaine. Il est l'un des auteurs contributeurs du collectif Revisiter l'oncle, annexé à Ainsi parla l'oncle de Jean Price-Mars. On revient dans quelques instants, ne quittez pas. Vous suivez Cercle du Livre avec Samy Janvier et Marc Dorsin. Le professeur Ewald Toussaint répond à nos questions cette semaine. Il a contribué à la dernière édition de Ainsi parla l'oncle, suivi de Revisiter l'oncle. Son texte s'intitule « Ethnologie et théologie en Haïti, signification d'une polémique entre le père Joseph Foisset et le docteur Jean Price-Mars ». Alors, en première partie de cette émission, on a présenté le contexte dans lequel évoluait Jean Price-Mars à la parution de son livre « Ainsi parla l'oncle ». Mais surtout, on a mis l'accent sur cette polémique entre Jean Price-Mars et le père Foisset. Et on parlait aussi de Émile Durkheim, sur lequel Price-Mars s'était appuyé pour faire son livre. Et cet Émile Durkheim que justement Foisset a essayé de déstabiliser, dont les thèses ont été réfutées par Foisset. Mais il y avait aussi Alfred de Loisy, qui a été donc déclaré hérétique par le père Foisset. Bon, en fait, le père Alfred de Loisy, dont les textes ont été lus par Price-Mars, et Jean Price-Mars, il a cité Alfred, ça c'est important, il a cité les textes de Loisy. Vous voyez, j'ouvre une petite parenthèse, vous voyez l'importance de la bibliographie dans un travail scientifique. Et j'ouvre cette parenthèse parce que quand je réalisais ce travail, c'est-à-dire en ethnologie et théologie en Haïti, signification d'une polémique entre le père Joseph Foisset et le docteur Jean Price-Mars, à ce moment-là, j'étais professeur invité à l'Université Laval au Canada. Et je profitais de mon séjour à l'Université Laval pour lire en partie ou consulter la plupart des textes qui ont été cités par le docteur Jean Price-Mars. Vous voyez l'importance d'une bibliographie. Donc j'ai été moi-même consulté Loisy. Et Loisy, les textes cités par le docteur Jean Price-Mars. Et ça a été quand même intéressant parce que dans le texte La religion d'Israël, cité par Loisy, et cité par le docteur Jean Price-Mars, j'ai découvert une série de questions formulées en général par Alfred de Loisy dans le cadre de son cours, le cours qu'il donnait au Collège de France sur l'histoire des religions. Nous sommes en 1889. Et ça, c'est important. Mais on se demande, je vais formuler les questions de Alfred de Loisy. Mais on peut bien se demander, dans le contexte haïtien, est-ce que ceux qui s'intéressent de la religion, les prédicateurs, je ne sais pas, les pasteurs, voire les prêtres, etc., est-ce qu'ils ont l'habitude de formuler ces questions d'Alfred de Loisy? Nous sommes en 1889. Je vais formuler la plupart des questions de Loisy, c'est-à-dire dans le cadre de son enseignement. Comment s'est perpétrée et se définit la notion de l'inspiration divine? Et comment convient-il de l'apprécier du point de vue historique et philosophique, la notion de l'inspiration divine? Quand on parle de la Bible a été inspirée. Mais au niveau historique, comment poser cette question? Comment poser cette question au niveau philosophique et historique, la question de l'inspiration divine. La question et quand, comment, par qui et à quelle fin
ces livres ont-ils été rédigés? Autrement dit, quel caractère et quelle authenticité convient-il de leur attribuer? C'est-à-dire à ces livres inspirés. Et quelle langue? En quelle langue ces livres ont-ils été rédigés et nous sont-ils parvenus? Dans quelle mesure la transmission de leurs textes nous est-elle garantie? Donc, bref, contrairement à l'enseignement exégétique du 19e siècle, ces questions n'étaient pas toujours bien reçues à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et non seulement en Haïti, mais en France. Mais ce qui est important, c'est que Jean Price-Mars était au courant, suivait attentivement l'évolution de la science exégétique de l'époque. Or, je rappelle, et Alfred de Loisy fut l'une des grandes figures de l'exégèse en Europe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Autant de questions qui vont mettre le père Froissart en colère. Justement, donc, Jean Price-Mars fut un lecteur de Loisy. Et ça va lui permettre également de relativiser la religion. Et ça, c'est important, de relativiser. Et cela veut dire, avec Price-Mars, nous sommes loin dans la logique du dogme. Donc, la question de l'histoire a son importance. En un mot, on ne peut pas lire la Bible, on ne peut pas faire une lecture littérale de la Bible. Mm-hmm. On n'a pas le droit de faire une lecture littérale de la Bible. On n'a pas le droit de gommer la dimension philosophique, la dimension historique de la Bible. Et je crois que, en ce sens, Jean Price-Mars est un modèle, est une grande figure intellectuelle haïtienne, et nous avons intérêt à lire et à chercher, à trouver le sens profond du travail scientifique et intellectuel de Jean Price-Mars. Et j'ajoute que, malheureusement, dans nos facultés dites sciences humaines et sociales, dans la faculté d'ethnologie, il n'y a même pas de chaire de Jacques Roumain, il n'y a pas de chaire de Jean Price-Mars. Et ce qui est une aberration, Jean Price-Mars a fondé l'Institut d'ethnologie, Jean Price-Mars a fondé l'Institut d'ethnologie, Jacques Roumain a fondé le bureau d'ethnologie, et malheureusement, à la faculté d'ethnologie ou encore à la faculté des sciences humaines, il n'y a pas un enseignement formel sur Jacques Roumain et Jean Price-Mars. En un mot, ceux qui étudient l'ethnologie et la sociologie actuellement en Haïti ignorent Jean Price-Mars. Hey, j'ouvre cette parenthèse parce que c'est une aberration. C'est une aberration. Mais je veux bien me demander, c'est-à-dire, et qui a lu, quels sont les étudiants qui ont lu Haïti et la République dominicaine de Jean Price-Mars? Le père Froissart doit se réjouir quelque part, là où il se trouve. C'est-à-dire? Non, si aujourd'hui encore on n'a pas de chaire sur Jean Price-Mars, on n'a pas de chaire sur Jacques Roumain dans les facultés dites sciences sociales, sciences humaines et sociales, le père Froissart doit quand même se réjouir quelque part. Pourtant, et Marc, le professeur et Toussaint, il y a une idéologie dominante au niveau de l'université d'État, surtout dans les facultés où l'on enseigne les sciences humaines, et particulièrement à la faculté d'ethnologie que j'ai fréquentée et que je fréquente encore d'ailleurs. Je réalise que la plupart des professeurs, sans insister bien entendu sur l'enseignement, je dirais théorique, la lecture des textes et des textes fondateurs de ces auteurs-là, pourtant, dans les comportements, dans les débats, dans les attitudes et même dans les accoutrements, on sent encore cette tendance indigéniste dans les comportements et dans les discours. Bon, oui.
Oui, on le sent, mais malheureusement, il n'y a pas de support théorique. Il faut toujours, nous avons besoin de support théorique. Et là, j'ai lu. En fait, je suis pas l'unique. Il y a des gens de grande valeur qui ont produit des réflexions sur Jean Praismas et dans ce livre. Mais je ne veux pas faire de la mauvaise publicité. Mais je crois que c'est un livre, c'est vrai, ça coûte un peu cher, il faut le dire. Mais je crois que c'est un texte que tout étudiant devait avoir, parce que c'est un monument. Oui, parce que il y a certes le texte de Jean Praismas, ainsi par l'oncle, mais avec ces commentaires de 24 auteurs sur le texte de Jean Praismas. Moi, je pense que c'est une richesse. Non, tout étudiant en sciences sociales, mais on pourrait même, en fait, je ne sais pas si je fais de la bonne ou bien de la mauvaise propagande, mais on devait même trouver des institutions en privé pouvant aider la plupart de nos étudiants à acquérir, à avoir ce texte. Par exemple, il y a parlé de subventions. Voilà. Moi, je pense que, par exemple, vous avez un texte de l'ANEC Urbon. Moi, je crois que c'est intéressant également. Jean Praismas, La rupture. Serait été intéressant de lire, par exemple, je vais citer, celui-là, je ne parle pas uniquement de moi, je parle également des autres. Il y a un ensemble de questions formulées par le chercheur Laennec Urbon. Que nous avions essayé de joindre sans succès. Mais je trouve que, même s'il n'est pas là... D'ailleurs, vous êtes parmi les rares auteurs à être présents en Haïti, parmi tous ceux qui ont contribué à cette nouvelle édition de Revisiter l'oncle. Mais juste avant, professeur Toussaint, je voudrais revenir un petit peu sur le père Froissart qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous étonne beaucoup. Le père Froissart n'était-il pas un fanatique, n'était-il pas plus un fanatique qu'un scientifique? Parce que voilà le père Froissart qui essaie de démonter Jean Praismas, qui essaie de saper les bases théoriques sur lesquelles Jean Praismas s'était reposé, à savoir Émile Durkheim, Alfred Deloisy. Et le voilà, ce Froissart qui n'a même pas un argument convaincant, qui n'a fait que voyer monter, d'après moi. Alors, est-ce qu'on ne peut pas voir en lui, le père Froissart, un fanatique au lieu d'un scientifique? Non, je pense que nous avons le devoir de respecter nos adversaires. Et ça, c'est très important. Non, nous avons beaucoup de respect pour lui, moi, je suis pas là... dire la vérité. Non, là, je comprends votre point de vue, mais je dis, bien... Et d'ailleurs, Jean Praismas l'a fait. Et Jean Praismas l'a fait, il a bien reconnu, il l'a dit d'ailleurs. J'ai donné dans un numéro de... Haïti Journal. Oui, Haïti Journal. Et Jean Praismas a dit la mésinterprétation grossière de ma pensée. C'est Jean Praismas qui s'adresse au père Froissart. La mésinterprétation grossière de ma pensée à laquelle vous vous êtes livré avec ardeur batailleuse, la négation non moins grossière des faits historiques dont vous vous êtes rendu coupable, votre attitude agressive et arrogante envers tous ceux qui ne partagent pas vos opinions, tout cela dénote chez vous une mentalité assez singulière. Voilà, sont les propos de... n'a pas ménagé Froissart. Oui, mais il n'a pas ménagé, mais je dis bien, on respecte son adversaire, mais respecter son adversaire, ça veut dire également avancer, utiliser l'arme. L'arme, non, l'arme je parlerai plutôt de l'arme de l'argumentation. Justement, Jean Praismas a su se défendre en utilisant des arguments solides. Et ça c'est très important. Mais
je vais ouvrir une petite parenthèse, parce que c'est vrai, je parle de mon texte, mais je peux parler également des textes et des autres. Moi, je crois que c'est important. Moi, je ne veux pas capitaliser le savoir. C'est-à-dire, il y a aussi le texte d'André Corten qui ressemble beaucoup et qui faut traiter à peu près la même thématique. C'est ce rapport entre la science et la religion. Bon, voilà, il y a un autre élément important du texte de Courtin, André Courtin. C'est-à-dire, c'est le rapport, la relation qu'il tente de faire, d'établir entre Jean Price-Mars et Antonio Gramsci. Et ça, c'est important. Voilà, c'est peut-être intéressant pour ceux qui lisent Gramsci, ou bien pour ceux qui, parce que par exemple, là, moi, je parle dans le cadre de mon cours de communication politique et sociologie de la communication au département de communication. Il y a quelques séances sur Gramsci et la communication, politique, et on peut parler de Gramsci et les questions religieuses. Donc c'est cette question qui est abordée par André Courtin, le lien qu'il a tenté de faire entre l'approche, c'est-à-dire le texte que Jean Price-Mars a écrit en 1928 et l'approche gramscienne de la religion. Parce qu'il y a également une sociologie de la religion chez Gramsci qui mérite, je dirais, d'être étudié. Mais attention, il ne faut pas lire uniquement Gramsci. Il faut lire Gramsci, mais il faut également entrer dans ce texte fondateur qu'est Ainsi parla l'oncle. Hey. Il faut le mettre en rapport avec... ah oui, je crois que les étudiants en ethnologie, en sociologie, et voire en psychologie, service social, je ne sais pas, en sciences politiques, ont intérêt, parce que y a la pensée de Price-Mars, c'est à la fois une pensée politique aussi. Oui, et on le disait tantôt ici, à l'espace de cette émission, c'est un livre qui a d'importantes contributions. On a souligné et notamment la contribution de Maryse Condé, de Daniela Ferrière, mais je voudrais entre-temps revenir, professeur Toussaint, sur la conclusion de votre texte qui mettait en exergue la polémique entre le père Froissart et Jean Price-Mars. On a jusque-là montré où les auteurs sur lesquels se sont basés le docteur Price-Mars pour étayer sa thèse sur le folklore et la culture haïtienne, notamment sur le vaudou. On a vu le père Froissart attaquer à la fois Durkheim en invalidant sa thèse sur la religion, notamment à travers le texte Les formes élémentaires de la pensée religieuse. Jean Price-Mars s'est basé sur Alfred de Loisy. On vient de le voir avec vous que Père Froissart a attaqué aussi le père Alfred de Loisy en le taxant d'hérétique. Maintenant, quelles ont été les réponses de Jean Price-Mars au père Froissart? Bon, en fait, on vient tout juste d'amorcer. Vous venez tout juste d'amorcer les réponses de Price-Mars, si vous voulez approfondir. Bon, justement, c'est-à-dire, c'est évident, c'est-à-dire, Jean Price-Mars, il a repris ce qu'il disait pour lui, et le père Froissart n'entrait pas dans le champ. Dans le champ de l'ethnologie, ou bien de l'anthropologie. Cela veut dire, le père Froissart ne pouvait pas se défaire de sa formation théologique. C'est-à-dire, le père Froissart a lu Jean Price-Mars avec les lunettes théologiques. Donc, il a eu du mal à épouser, c'est-à-dire l'approche de Jean Price-Mars. Et c'est pourquoi je disais que il n'avait pas, il partait de paradigmes différents. Il partait de visions du monde différentes. Et Froissart n'avait pas suffisamment de compétences dans le champ de l'ethnologie pour discréditer la recherche de Jean Price-Mars. Justement, il ne voulait pas rentrer là-dedans. Mais je dis bien, il faut contextualiser. Par exemple, actuellement,
surtout dans l'Église catholique, il y a le concept d'inculturation. Par exemple, probablement en 2008, on ne va pas rencontrer un nouveau père Froisset dans l'Église catholique. Mais attention, hein, mais attention, mais ça ne veut pas dire là, on peut bien rencontrer dans le milieu haïtien des groupes qui sont aussi virulents, critiques envers le vaudou que le père Froisset. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il faut tenir compte de cette réalité-là. Il ne faut pas questionner uniquement le passé, c'est-à-dire, il ne faut pas questionner uniquement le passé. Maintenant, quelles sont les attitudes des différentes religions vis-à-vis du vaudou? Vis-à-vis du vaudou. Et je parlais tantôt du concept d'inculturation. Et que c'est un concept qu'on emploie ces derniers temps dans le christianisme. Maintenant, comment le christianisme peut s'inspirer, c'est-à-dire peut partir de la culture du peuple pour pouvoir entreprendre, si vous voulez, l'évangélisation. C'est-à-dire, on ne peut pas, ces derniers temps, on ne peut pas évangéliser en dehors de la culture du peuple. Et je rappelle, et vous m'excusez, je rappelle aussi, dans les années 50, il y avait eu un groupe de jeunes chercheurs africains et haïtiens qui ont produit un texte qui a pour titre « Des prêtres noirs s'interrogent ». Des prêtres noirs. Et là, je crois que il y a eu pas mal de prêtres haïtiens, je ne vais pas citer les noms ici, qui ont participé à l'élaboration de ce livre et qui se sont inspirés de Ainsi parla l'oncle. Par exemple, il y a eu le père Parisot, qui s'est appuyé, je crois qu'il est de Jacmel, ce père-là, Jean Parisot. Il y a eu également Ernst Verdieu, qui a participé à la rédaction de ce livre. Il y a également monsieur Jean-Claude Bajeux, qui a participé aussi, Jean-Claude Bajeux est contemporain, mais il a participé à l'élaboration de ce livre, c'est-à-dire, et à un moment donné, ce groupe d'intellectuels africains et haïtiens voulait mettre l'accent sur la culture haïtienne. En voulant mettre l'accent sur la culture haïtienne, ils ont reconnu, c'est-à-dire les efforts déployés par Jean Presmas. En un mot, ils furent des lecteurs de Ainsi parla l'oncle de Jean Presmas. Ok. Pour finir avec la réponse de Jean Presmas par rapport à la polémique engagée entre lui et Froisset, il a utilisé beaucoup d'ironie pour répondre. Laissez-moi lire un extrait. Le père Froisset n'a pas le sens de la nuance et est incapable de faire preuve de lucidité intellectuelle. Presmas ironise son adversaire en ces termes. Vous êtes omniscient. Vous en offrez le témoignage public chaque semaine. Je m'étonne que jusqu'à présent, vous n'ayez pas encore donné une consultation sur la pénicilline ou la directive à suivre sur la stratégie à employer en Extrême-Orient. Votre orgueil est aussi choquant que démesure votre savoir. Voyez là la dimension ironique qu'il y a dans la réponse de Jean Presmas à Froisset. Justement, c'est à dire que c'est une polémique qui a été très animée. Une polémique très animée. Bon, je pense que on parlait peu de cette polémique. Moi, j'ai voulu, c'est-à-dire recueillir, présenter, analyser cette polémique, ou si vous voulez, essayer de trouver la signification de cette polémique. En un mot, ils évoluaient dans deux univers différents. L'univers Père Froisset demeurait dans l'univers théologique. Il voulait y rester, y demeurer, et Jean Presmas défendait une autre cause, c'est-à-dire la culture haïtienne. Jean Presmas avait un autre projet, la culture haïtienne, défendre la culture haïtienne, défendre l'identité haïtienne. Voilà. Merci, professeur Toussaint. Bon, mille merci, et puis ce fut pour moi un grand plaisir de partager avec les auditeurs. En fait, cette recherche, cette étude, ces quelques pages que j'ai produites pour dans le cadre du livre Ainsi parla l'oncle, suivi de revisiter l'oncle
Voilà, et c'est la fin de cette édition de Cercle du Livre. Le professeur Ewald Toussaint a répondu à nos questions cette semaine. Il est l'un des auteurs ayant contribué à la dernière parution de Ainsi parla l'oncle, suivi de Revisiter l'oncle, les voix de Samy